Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va suivre une formation que j'ai faite il y a un an en arrière sur site, entre le Lotaret et le Galibier. C'est une formation que j'ai suivie, encadrée par Maxime Rome, qui est le responsable du jardin alpin du Lotaret, et Sylvain Abdoulac, qui est botaniste au CBNA, Conservatoire Botanique National Alpin. Donc en fait, on n'a pas herborisé dans le jardin même, mais autour. On est allé voir un peu toute cette mosaïque de milieux naturels qui se trouve autour du jardin, sur lequel on va trouver une grande diversité de plantes. Parce que dans ces communautés végétales subalpines, qui sont présentes sur le secteur du col du Lotaret et du Galibier, sur les communes de Villard-d'Arène et du Montier-les-Bains, dans les Hautes-Alpes, à savoir que dans le Briançonnais, la flore est d'une richesse exceptionnelle, puisqu'on dénombre 2087 espèces qui ont été recensées sur le secteur, ce qui représente un tiers de la flore française, ce qui est vraiment très conséquent. Il représente 1300 espèces dans le Queyras. Sur les 3 communes situées autour du col du Lotaret, pas moins de 1500 taxons ont été dénombrés, soit près de 30% de la flore de France métropolitaine. Voilà, on a sur certains maillages d'un mètre carré, on était quasiment à certains endroits à 75 espèces au mètre carré. 75 ? Oui, c'est important. Ouais. Donc, durant ces 4 jours, on a herborisé dans une dizaine de milieux qui nous ont permis d'herboriser 54 familles, à travers lesquelles on a observé 278 genres et 347 espèces. Donc ça fait du monde. Hein. Donc en premier lieu, on a herborisé dans une prairie subalpine des pentes ensoleillées qui se trouvaient à proximité du jardin. Donc des prairies acidiphiles qui sont dominées par la fétuque paniculée. Donc on va retrouver des plantes, des dominantes de plantes orophytes sur des sols frais et profonds. Une richesse floristique exceptionnelle et une évolution du milieu qui a un déclin lent suite à la déprise des alpages, et après c'est colonisé par des landes subalpines. Donc là je vous ai donné un petit résumé des fiches, de tous les termes qu'on va voir sur les fiches de plantes. Donc en premier lieu, la fameuse fétuque paniculée, Patskea paniculata, sous-espèce paniculata. Une fétuque qui est assez importante en développement, puisqu'elle peut atteindre 1 mètre. Hein. Donc là, il y en a énormément sur ce milieu-là. On la voit au premier plan, plutôt sur des sols siliceux. Du Meum atamanticum, qui dégage des odeurs de fenouil. Et par contre, ces fruits ont un goût prononcé d'anis. Une des meilleures plantes pastorales pour le fourrage avec le trèfle alpin. C'est une plante qui est en protection régionale dans le Limousin. Une famille des apiacées. La fameuse Arnica montana, qu'on connaît tous, hein, aux nombreuses vertus médicinales contre les bleus, contusions et autres douleurs musculaires. C'est quand même une plante, il faut savoir, qui reste toxique à forte dose. Ses fleurs sont légèrement parfumées. Les montagnards fumaient a priori les fruits et les feuilles séchées sous le nom de tabac de mouton. Et puis il y a une petite mouche, Tephritis arnicae, qui pond ses œufs dans le capitule de la fleur. Et après l'éclosion, les asticots se nourrissent des graines. Donc plante en protection de réglementation de cueillette et réglementation départementale. La campanule barbue, il reste une très jolie plante, hein, corolle hérissée de longs poils assez raides à l'intérieur de la corolle comme à l'extérieur. Et la tige est également velue. On les voit bien là sur la photo de droite. Hein. Très belle plante. Une quarantaine de centimètres. La fameuse Gentiana lutea, la gentiane jaune, hein, une grande plante qui peut atteindre 1,20 m, qui va fleurir au bout d'une bonne dizaine d'années. Il faut qu'elle développe quand même une grosse racine pivot. On la reconnaît à son feuillage opposé, à l'inverse du vérâtre, qui est souvent confondu, qui lui a les feuilles alternes et qui est toxique. La racine de notre gentiane jaune peut atteindre 1 mètre et est très riche en sucre. On en tire la fameuse eau de vie amère qui est par distillation à la vapeur,
qui est soit appelée la Suze dans les Alpes ou le Salers dans le massif central. Donc elle peut mettre plus de 10 ans avant de fleurir, et certains météorologues disent que plus la gentiane est grande, plus le manteau neigeux sera important. À vérifier. Parole de météorologue. Une plante encore en protection régionale et d'industrialisation. Une orchidée, Gymnadenia nigra sous-espèce Relicani, une nigritaine noire, orchis vanille, nectarifère, odorante, qui est activement pollinisée par de nombreux lépidoptères, diptères et hyménoptères. Très jolie plante. Une véronique, la véronique d'Alioni, d'une quinzaine de centimètres, aux fleurs groupées en épis. La lampe florale est assez courte. Dans le Flora Pedemontana, qui est une flore qui présente environ 2800 espèces du Piémont, en 3 volumes, dont l'auteur est le médecin botaniste Carlo Alioni. D'où est tiré le nom de la plante. Alors les bordures de la Guyane. Alors ça c'est la Guyane, c'est la rivière qui est située en contrebas du col du Lautaret. C'est une rivière française des Hautes-Alpes qui va prendre sa source au col du Lautaret, qui est un affluent de la Durance, au cours d'une longueur de 27 km 700. Et sur ces bordures de la Guyane, nous allons pouvoir observer une grande diversité de plantes, puisque sur cette journée-là, nous avons observé 22 familles, 40 genres, dont 2 présentent 2 espèces, qui sont disséminées principalement par la fonte des neiges, les eaux de ruissellement, ainsi que par le vent. Donc il y a des plantes qu'on va trouver sur les bordures de la Guyane, qui à la base n'ont pas leur place ici. Elles sont ramenées par la fonte de neige, par les eaux de ruissellement. C'est assez surprenant. Donc là, un Sambucus racemosa, un sureau à grappes, du latin sambuca, grec sambuqué, sambuc en français, qui désignait une sorte de flûte fabriquée à partir d'une tige évidée de sureau. Petit arbuste qui peut faire quand même 4 mètres. Une apiacée, le laser cilaire, une grande plante à fort développement d'environ 1,50 m maximum, du latin laser, gomme, qui veut dire gomme, et pix, résine, qui font référence au sucre que contiennent certaines espèces du genre. Présente des ombelles très prisées des antaxides, qui sont des petits coléoptères phytophages. L'Achillea millefolium, une sous-espèce alpestris, l'Achillea millefeuille, qui est une plante dédiée à Achille, héros de la guerre de Troie. Les Celtes l'employaient pour laver les blessures, arrêter les hémorragies. C'est une plante guérisseuse par excellence, notamment les hémorroïdes, les plaies ulcéreuses, les gerçures, les chymoses et autres gales, qui était autrefois utilisée pour remplacer le houblon dans la bière dans les pays nordiques. Dédié à Achille. Voilà. On s'en souviendra. 2 plantes, 2 astéracées, Adénostyle aliare, en haut à gauche, à ne pas confondre à l'état jeune avec des espèces du genre pétasite, dont les feuilles se développent après la floraison. L'Adénostyle aliare est sous protection régionale dans le Limousin. Et en dessous, on a l'Adénostyle glabra, l'Adénostyle glabre, qui elle est une plante mellifère expectorante et qui est utilisée comme plante ornementale aussi, également. Ses feuilles et ses tiges sont glabres, ce qui la différencie de l'espèce aliare. L'Aster alpinus, qui est l'emblème de la flore des Alpes du Sud, une plante sous protection régionale en Franche-Comté. On peut faire une quinzaine de centimètres, une petite plante d'une quinzaine de centimètres. Cardus defloratus, en haut à droite, un petit cardus entre 20 et 60 cm, qui pousse aussi bien en sol calcaire que siliceux. Et en dessous, on a le Cardus nutans, le chardon penché. On voit que la fleur a tendance à être penchée. Ces capitules peuvent se consommer comme l'artichaut. L'oiseau, le chardonneret, également raffole de ses graines.
Il faut savoir que le chardon est l'emblème de l'Écosse depuis le règne de James III. Selon la légende, il permit aux Écossais d'échapper à l'envahisseur lors d'une attaque surprise des armées danoises. Évidemment, les troupes écossaises furent réveillées par l'ennemi qui venait de piétiner un chardon. Bonne technique. C'est assez anecdotique, hein, mais... Ça prend un seul coup. Voilà. Si ça suffisait. Oui, oui, Si ça suffisait à l'heure actuelle. c'est ça. Il y aurait beaucoup de chardons à planter. Un cirse, le cirse a feuilles différentes, une grande plante qui peut atteindre 1 mètre, plante de mégaforbiae et prairies humides. Encore une plante sous protection en région Rhône-Alpes. Un petit érigéron d'une quarantaine de centimètres, érigéron acris, sous-espèce angulosus, qui est la vergerette anguleuse. Elle diffère du type par une tige anguleuse, ses feuilles sont plates, non ondulées, et elles présentent des bractées vertes. Un hiéracium, une épervière velue, qui affectionne les pelouses rocailleuses, calcaires et les rochers, plutôt sur des sols calcaires. Une laitue, la laitue vivace, Lactuca perinis, qui a un joli bleu un peu métallique, à pas confondre avec le laitron alpin ou la chicorée sauvage. Protection, alors cette plante est en protection régionale en Aquitaine. Il y a énormément de statuts de protection sur les plantes et qui diffèrent selon les régions. Une épervière à feuilles de Stolpis staticifolia, qui va pousser dans les éboulis calcaires. Ils diffèrent des hiéraciums par leur capitule à bractées nettement disposées sur 2 rangs. On le devine un peu sur la photo, bien que les jaunes ne soient pas évidents à prendre en photo en plein soleil. Le solidago, une astéracée, la verge d'or, Solidago virgorea, sous-espèce virgorea, une plante qui est très mellifère et qui peut être utilisée en ornement. On va faire entre 20 et 80 cm de hauteur. Il n'y a pas de préférence de type de sol, calcaire ou siliceux s'adapte aux deux. Campanula rotanifolia, la campanule à feuilles rondes. Petite jolie campanule assez gracile, qui était autrefois à l'époque utilisée pour faire de l'encre bleue. A priori, elle doit son nom à ses feuilles basales, donc à la base, qui sont de forme arrondie et qui disparaissent avant la floraison. La plante, a priori, serait maléfique selon certaines légendes paysannes. Serait-ce la raison de son nom de clochette de sorcière en Grande-Bretagne? Point d'interrogation. Oh, les Anglais, alors. Le Centranthus, qu'on retrouve bien voilà, en bordure de Guyane, qu'on voit sur la photo. La 130 à feuilles étroites, Centranthus angustifolius, qui présente des fleurs parfumées munies d'un éperon, ce qui justifie son nom de genre, et qui est une contraction en grec de cantron, aiguille ou éperon, et anthos, fleur. Une plante assez grande, qui peut atteindre 80 cm, qui va plutôt pousser sur des sols calcaires. Un petit Dianthus saxicola, l'œillet des bois, qui serait a priori à l'origine de différentes variétés d'œillets cultivés. Alors celui-là est en réglementation de cueillette dans les Hautes-Alpes et en réglementation départementale dans 5 départements. Là, je ne les ai pas tous cités parce que on les retrouve dans des fleurs spécialisées. Sédum album, un petit sédum, l'orpin blanc, qu'on appelle l'orpin blanc, donc, du latin sédar, qui veut dire calmer. A priori, ce sédum, les feuilles de ce sédum peuvent agrémenter des salades à la manière de la salicorne. A priori, utilisé aussi comme condiment pour conserver dans le vinaigre. Et il y a la chenille d'un papillon qu'on voit en haut à droite, qui est le célèbre Apollon qui raffole de ses feuilles. Donc, pas de préférence de type de sol, calcaire, siliceux. Toutes ces plantes-là, on était vraiment en bordure de Guyane, bordure de rivière. Un sempervivum qu'on connaît tous, la joubarbe à toile d'araignée, sempervivum arachnoideum, qui présente des feuilles charnues, qui stockent l'eau à merveille, et les poils blancs qui récupèrent la rosée qui se dépose sur les rosettes. Encore une espèce sous protection régionale.
La chance de le voir en fleurs, c'est joli. Une pyrole, plante que j'affectionne particulièrement, qui est de la famille des éricacées, qu'on appelle le faux muguet, parce que souvent il est confondu avec le muguet, mais en observant de près, on voit bien le style. On le voit sur la photo, qui est saillant en forme de S, qui va présenter une forme de S, et qui va notamment éviter la confusion avec le muguet. A priori, cette plante présente des propriétés astringentes. Fait entre 15 et 30 cm, 35 max. Elle est assez jolie. L'astragale des Alpes, l'Astragalus alpinus, la sous-espèce alpinus, une plante de sol calcaire longuement enneigée, plutôt dans des combes à neige, on va la retrouver. Pas très haute, une douzaine de centimètres, et plutôt donc sur des sols calcaires. C'est assez joli les astragales. Un lotier, le Lotus alpinus, le lotier des Alpes, qui va se distinguer de son cousin des plaines par des inflorescences moins fournies et ses fleurs des fois qui virent à l'orange ou à l'oranger. Jolie plante qui est très, très florifère, qui colonise énormément de milieux différents et qui s'adapte à tout type de sol, calcaire ou siliceux, et est vraiment très colonisateur et qui reste très, très joli. Le Trifolium alpinum, le trèfle des Alpes, qui lui, quand il fait chaud dans les alpages, on sent bien ces effluves qui dégagent de réglisse. C'est très flagrant. Très joli trèfle, qui présente de longs pétioles qui naissent directement de la souche. Il se sème assez bien, j'en ai semé. Il germe assez facilement. Après, il ne faut pas trop le bousculer au niveau racinaire. Et il préfère tendance des sols siliceux. L'Onobrichis, le fameux sans-foin montagnard, une plante très fourragère, qui est fixatrice des boulis grâce à sa racine pivotante. Le sablé du sans-foin, qui est un petit papillon butineur de cette fleur, a la particularité d'être bleu pour le mâle et brun pour la femelle. C'est vraiment une plante typique, on le retrouve aussi beaucoup dans des prairies de fauche, des milieux comme ça. Alors lui, j'ai essayé de l'installer sur l'alpin du parc floral, un petit peu capricieux. Sur le pourcentage, tout n'a pas tenu, mais il est toujours présent dans la partie prairie de fauche. L'Ononis natrix, la coxygrue, une fabacée assez florifère quand elle trouve son terrain, plutôt sur sol calcaire. C'est une plante assez jolie, qui se parsemille, qui fonctionne assez bien, qui est assez costaud. Et en ce moment, j'en ai une touffe qui a 1 an en place dans les boulis pyrénéens et qui est assez bien développée. Elle est bien à 30-40 cm de diamètre et qui est encore actuellement en fleurs. Ononis rotonifolia, la bugrane à feuilles rondes, une plante de sol calcaire qui va présenter des feuilles et des tiges rondes couvertes de poils collants, qui permettent de l'identifier assez facilement. Très coloré, très vive, des couleurs très vives. Un oxytropis, l'oxytropis champêtre, une plante d'une quinzaine de centimètres, qui fait partie d'un groupe d'espèces peu nombreuses, qui sont toutes montagnardes, et que l'on peut donc compter sur les 10 doigts, puisqu'on a très peu. Tout blanc, tout blanc. Oui. Une plante très jolie aussi, la Scutellaria alpina, la fameuse scutellaire des Alpes, très belle lamiacée, qui va du latin scutella, écuelle, en référence à l'écaille brune de la graine, qui rappelle la forme d'une écuelle en terre cuite. C'est vraiment flagrant. Moi, j'ai récolté des graines de cette plante, on voit bien cette forme d'écuelle. C'est assez curieux. Une plante parsemée qui fonctionne très bien et qui fleurit très bien. J'en ai en culture actuellement, elles sont même encore en fleurs actuellement. Elles sont toutes issues de semis et ça fonctionne assez bien, c'est pas capricieux. Les épilobes, il y en a énormément. Celui-là, c'est l'Epilobium angustifolium, épilobe à feuilles étroites. Une plante qui peut avoir un grand développement, qui peut atteindre 2 mètres, jusqu'à 2 mètres, qui est très mellifère. Et a priori, ces feuilles peuvent donner une boisson qui rappellerait le thé. Bon.
À essayer. Hein. Oui, faut essayer. Voilà, après. Hein. Ouais. Donc là, on voit bien hein, toutes ces plantes qui sont en bordure de Guyane hein, sur la photo. Une orchidée, Gymnadenia conopsea, l'orchis moustique. Une orchidée en fleurs qui peut atteindre jusqu'à 70 cm, hein, qui est assez grande, qui va coloniser pas mal de milieux différents, comme des pelouses sèches, des prairies humides, des marais, des bois, des zones sointantes, des bois assez clairs. On va la retrouver à peu près jusqu'à une altitude de 2400 mètres, sur des substrats à tendance calcaire, mais aussi qui peuvent des fois, on peut la retrouver sur des sols légèrement acides. Et l'avantage d'être parfumée. C'est une sous-espèce, je crois, qui est parfumée. Oui, c'est possible. C'est l'amatissima. Ouais. Ah, bien, d'accord, ici. Une autre orchidée, Neoscia ovata, la grande listère. On reconnaît bien ces petites feuilles vertes ou jaunes, verdâtres, qui sont portées par une tige jaunâtre, qui évolue à son sommet. Alors, des fois, il faut prendre un peu une loupe hein, pour observer tout ça. Les fleurs en nectar abondant attirent de nombreux insectes. Coloptères, hyménoptères, diptères, très butinés. Hein. Ça s'appelait comment avant? L'hystéra. Listera ovata. Je préfère. Ouais, la nomenclature évolue. Avec les deux, il faut penser aux vieux. Ouais. Une plante qui est malgré tout assez discrète, hein, parce qu'elle n'a pas des couleurs vives, donc il faut quand même... voilà. Le fraise, alors pareil, hein, ça présente les fleurs sont très petites, mais c'est vraiment une très belle plante quand on observe d'assez près. Ça c'est Euphrasia salisburgensis, le fraise de Salzbourg. Alors du grec Euphrasia, gaieté et joie. Et c'est une plante hémiparasite. Plante d'une vingtaine de centimètres à tendance sol qui est plutôt calcaire. Salisburgensis, le fraise de Salzbourg. Famille des orobancacées. Bon, Limus caninus, le chien dans des chiens, mais voilà, on le trouve aussi là-bas. Hein. Bon. Il fait partie du cortège floristique sur place, donc il faut le prendre en compte. Des poacées, Poa compressa, la variété glauca, une poacée entre 10 et 50 cm. Pas de préférence de type de sol, aussi bien calcaire que siliceux. Grande digitale, grandiflora, digitale à grande fleur. Donc du latin digitus, en fait doigt, puisqu'on peut introduire le doigt dans la corolle. Hein. Les corolles sont assez grosses. A priori, elle stimulerait la croissance des arbres fruitiers, des plantes de tomates et des pommes de terre par sa simple présence. Donc pour ceux qui ont un potager, à essayer. Faites attention, la digitale reste quand même une plante toxique. Hein. Donc elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre en fleur. Hein. La rampe florale est assez haute. Hein. Ça reste toujours des belles plantes. Hein. Si elle est confondue avec des tomates, Faut pas tout mélanger après. Hein. Faire attention. C'est pas la digitale jaune? Si. On l'appelle aussi digitale. Oui, alors après, je vous ai mis un nom vernaculaire parce qu'il y en a pléthore pour chaque plante. En fait, selon les régions, voilà, ou même des fois les versants, il n'y a pas les mêmes noms vernaculaires. Donc c'est pour ça. Je n'allais pas tous les citer. Bon. C'est pour ça qu'on parle en latin, comme ça il n'y a pas d'erreur. Tout le monde s'entend bien. La Linaria alpina, bon, on la connaît tous, la fameuse linaire des Alpes, hein, qui est plutôt, qu'on va plutôt généralement trouver plutôt sur le col du Galibier, puisqu'on l'a observé aussi au col du Galibier. Mais là, elle est en bordure de Guyane, elle est présente, hein, donc les graines ont dû être ramenées par les fontes de neige. D'une petite linaire qui va faire un maximum une quinzaine de centimètres, qui est très jolie, parce que très, très colorée, très lumineuse par sa floraison. Elle a tendance à s'individualiser. Il y a une sous-espèce Petrea qui présente des grappes plus larges qu'on retrouve en Bourgogne, dans le Jura et ainsi que les Préalpes. Et la sous-espèce Aciculifolia est propre aux Pyrénées. Voilà. En fait, c'est la même plante prise le lendemain au col du Galibier. Vous voyez? C'est fou, hein? C'est la même plante, hein? Ah oui.
là, on est en bordure de Guyane, et là, on est au col du Galibier. C'est incroyable. Ah oui, oui. Puis on voit que les couleurs sont plus soutenues, plus près des UV, etc. hein. Ouais. Et ça, c'est assez marrant finalement à observer. hein. Mais nous, voilà, en région parisienne, moi je l'ai à l'Alpin au Parc Floral, elle n'a plus cette allure-là. Voilà. Mais elle est présente, elle fait son cycle, elle fleurit, elle graine, elle se resserre en place. Voilà. Elle n'est pas là, hein. Mais lui, des Elle est UV. pas là. Eh ben oui, mais bon, elle est présente, donc je suis déjà... voilà. Mais évidemment que... Des lampes à UV. Oui, il faudrait poser des lampes à UV, exactement, Michel. Une autre linéaire, la linéaire striée, Lilaria striata, qui est jolie, hein, ça reste de très jolies plantes, qui est assez discrète, et ses fleurs sont un peu plus pâles, et elle affectionne des sols secs et très caillouteux. Et elle peut atteindre une hauteur de 70 cm en fleurs, donc elle est beaucoup plus haute. Un Thalictrum fétidum, le pigamon fétide, alors là il n'était pas en fleurs, hein, mais bon on voit le feuillage, qui va présenter une abondante pilosité glanduleuse et odorante. Bon, évidemment fétide, hein, c'est pas forcément très agréable, mais il présente aussi des tiges qui sont lisses à faiblement striées. Bon, faut évidemment toucher la plante, avoir une petite coupe pour observer tout ça, mais c'est des bons critères d'identification. Pousser sur des sols plutôt à tendance calcaire. Reseda, bon, la photo n'est pas top, mais Reseda réponse, Reseda phytoma, qui est très, très commun dans le sud de la France. Il abonde sur les bords des chemins et les pelouses sèches et rocailleuses, hein, on voit bien là. Mais là, encore une fois, il est en bordure de Guyane. Dans le sud, il est très court. Ouais, il a tendance à se nanifier. Mais là, je pense que comme en bordure de Guyane, c'est très humide, bon, la plante a tendance à vraiment avoir une croissance un peu plus exagérée, quoi. Des rosiers, puisqu'on trouve aussi également des rosiers, hein, rosier à feuilles rouges, le rosa glauca, bel arbuste, hein, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres, hein, qui va nous présenter des cynorrhodons ronds, petits et glabres, surmontés de sépales entiers et dressés, et des aiguillons qui sont en peu nombreux, en petite quantité, hein. Pas très épineux, mais très jolis. Hein. Un rubus, une ronce, la ronce bleuâtre, Rubus césius, une ronce qui peut malgré tout faire des pousses de 2 mètres, qui a priori était utilisée depuis la préhistoire en vannerie. Vous trouvez cette info-là. Les tiges débarrassées de leurs aiguilles sont fendues pour obtenir des lanières nommées éclisses. Les feuilles, quant à elles, sont broyées entre les doigts et stopperaient les saignements d'une égratignure. Encore une fois, il faudrait essayer. Après, je pense que l'égratignure, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Mais pourquoi pas? Petite curiosité botanique sur les plantes. Le Thésium des Alpes. Petite plante d'une trentaine de centimètres. Bon, on n'est pas sur de la plante extraordinaire, mais elles font partie du cortège floristique qu'on a observé sur place. Saxifraga rhizoides, la saxifrage des ruisseaux, hein, très lumineuse par sa coloration, ses fleurs, qui va présenter un exemple de castration temporaire, puisque les fleurs jaunes sont d'abord mâles, puis après, à la chute des étamines, elles deviennent femelles, pour pouvoir accueillir le pollen d'une voisine. C'est une petite plante hein, entre 5 et 20 cm, qui a tendance à pousser sur des sols plutôt calcaires. Très jolie, très lumineuse. Une autre saxifrage, on la voit en fleurs blanche, on en voit une en florale blanche, la saxifrage paniculée, qui va présenter des rosettes basales aux feuilles dentées et couvertes de calcaire. En fait, les petites marges blanches que vous voyez sur le bord du limbe des feuilles sur la rosette sont des incrustations de calcaire. Alors du latin sexum, rocher, frangère, brisé, puisque a priori les racines de ces plantes qui ont tendance à bien s'insinuer dans les fentes de rochers, en se développant, auraient tendance à fracturer la roche. Le verbascum, le fameux bouillon blanc, Verbascum thapsus, qui est une plante très velue, qui va présenter des poils qui recouvrent les feuilles
et ces poils servent à limiter la perte d'eau par la plante. A priori, il était utilisé autrefois pour confectionner des torches ou des mèches de lampe qui étaient une fois trempées dans de la matière grasse, qui servaient de mèche. D'où son nom de cierge cotonneux aussi également. Il serait aussi un symbole de confort car les indigents, a priori, fourraient leurs sabots à l'époque avec les feuilles qui sont assez épaisses et dufteuses, donc agréables, pour se protéger du froid et des chemins caillouteux. Ils avaient des sabots, donc je pense que ça devait amener du confort. Effectivement, hein, quand on touche la plante de la feuille, on se rend bien compte de ce duvet, cet effet dufteux, et un peu cette feuille assez épaisse. Donc forcément, c'est vrai que si on empile un peu, si on chose du 35, on prend un sabot de 47, on met une bonne épaisseur de feuille, ça doit être assez moelleux. La myricaire d'Allemagne, Myricaria germanica, jolie plante, hein, qui est assez grande, mais qui reste malgré tout assez discrète hein, dans le milieu. Qui est un petit arbuste, qui est cousin du tamaris. Assez glauque, qui peut atteindre 2 mètres, voire un peu plus. Son bois servait autrefois à la confection de petits tonneaux, qui a tendance à pousser sur des sols à tendance calcaire. Un papillon observé sur place, Boloria titania. J'ai eu la chance de pouvoir avoir le temps de le prendre en photo, hein, parce que les papillons sont très furtifs, donc assez difficile à prendre en photo. Ensuite, on a changé de milieu, on est passé sur une prairie d'altitude non pâturée. Parce qu'en fait, ils ont une problématique actuellement là-bas sur des prairies qui sont pâturées, où en fait l'effet physique de la pâture va déstructurer physiquement le milieu et le broutage par les moutons va appauvrir le milieu, étant donné qu'ils mangent les fleurs, il y a moins de graines et à terme il y a moins de diversité. Donc actuellement ils ont une problématique. Donc là on avait la chance d'avoir une parcelle qui était non pâturée, donc on voit qu'il y a encore pas mal de diversité. Donc on a pu observer 10 genres au travers de 8 familles. Je reviens, petit aparté, on aperçoit la neige au fond, il faut bien en profiter, hein, parce que tendance à bien disparaître. Donc là on a observé une Artemisia, Artemisia atrata, plante d'une 40aine de centimètres, qui est assez rare. Présente, elle est sous protection liste rouge UICN, de la flore menacée de France, et elle a des statuts de protection régionale dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, pardon. Donc elle est assez jolie mais assez discrète. Elle préfère les sols à tendance calcaire. Une centaurée alpestre, Centaurea scabiosa sous-espèce alpestris, qui est assez jolie, hein, ce sont des très belles plantes, à gros capitules. Les appendices de bractées longuement frangés, c'est assez gracile. Plante sous protection régionale, qui pousse sur des sols calcaires, plante d'une 60aine de centimètres maximum. Le fameux lys martagon, hein, qui reste toujours très joli, qui était en pleine floraison à ce moment-là. Donc voilà, il fait bien le job. Donc Martagon de la planète Mars, tiré du vocabulaire des alchimistes. Les Itelmes, une peuplade d'Asie, se nourrissait des bulbes. Ils repéraient les lieux de stockage des souris locales qui leur servaient d'extracteurs. C'est bien, il faut observer. Hein. Bon, préoccupation mineure, diminution en France, donc évidemment cueillette réglementée dans les Hautes-Alpes, protection départementale dans 15 départements, protection réglementation au niveau préfectoral et protection régionale dans 6 régions. Donc bon, en clair, on ne touche pas à la plante, hein. On la prend en photo, on l'observe et on ne fait pas de bouquet, on ne fait pas de cueillette. Or, malgré tout, c'est une plante, pour en avoir semé également sur l'alpinum du parc, qui se sème assez facilement, qui germe assez facilement. Alors après, il faut laisser le temps au bulbe de constituer, c'est un organe de réserve, hein, donc de constituer sa réserve avant de faire une rampe florale. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense que 5 ans, au moins 5 ans au minimum. Hein.
Le lin des Alpes, qui est très joli, hein. Alors, selon évidemment le moment de la journée et la lumière. Bon, là c'était en plein soleil, donc ça c'est des tendances de bleu un peu métallique, mais là c'est écrasé un petit peu légèrement, il est assez joli. Qui lui on va le retrouver dans ces prairies relativement sèches de l'état subalpin. Une trentaine de centimètres. Il est très joli. Hein. Il faut savoir que les couleurs froides, notamment le bleu, sont plus jolies à observer le matin ou tard le soir. Un sempervivum, la joubarbe à poils glanduleux, sempervivum adenotrichum, qui a priori est un hybride fixé entre tectorum et montanum. Ses feuilles sont glanduleuses sur les faces et pourvues de longs cils non glanduleux et épaissis à la base sur les marges. Bon, là évidemment, ça ne rend pas trop compte sur la photo, parce qu'on avait des petites loupes d'observation. Là, il faut aller dans le détail, mais on a eu la chance de le voir. C'est le seul qu'on a vu dans cette prairie. Hein. On voit autour la densité et la diversité. Hein. Un trèfle, Trifolium alpestre. Les trèfles, pareil, de très belles plantes aussi, hein, très emblématiques. Qui est une plante prostrée qui va présenter des fleurs rouges ou roses. Et, alors lui, pour le coup, est un trèfle non prosté. Non prostré à l'inverse de l'alpinum. Il ne faut pas confondre donc Trifolium alpinum et Trifolium alpestre. Il n'a pas, je reviens, excusez-moi, il n'a pas de préférence sur le type calcaire, aussi bien calcaire que siliceux, il se développe sur tout type de sol. Une véronique, la véronique en épi, Veronica spicata, une jolie véronique, hein, qui peut atteindre jusqu'à 30-35 cm. Donc on voit bien ces fleurs qui sont bien groupées le long en épi, hein, sur la hampe. Alors, il ne faut pas confondre Veronica spicata avec Veronica allioni, qui elle est moins velue. Donc ça reste une plante en préoccupation mineure, l'UICN, et sous protection départementale. La sanguisorbe officinale, une plante qui va faire son maître, hein, une plante assez fine mais assez haute, qui était autrefois utilisée comme hémostatique, d'où son nom en latin sangui, sang, et sorbère, qui signifie absorber. Elle ne possède pas de butineur car pas de corolle, ni pétales colorés et pas de sécrétion de nectar. Le pollen est véhiculé par le vent. C'est une plante qui a priori présenterait une croissance en continu, même l'hiver sous la neige. Alors après là il faudrait faire, je pense que l'info que j'ai trouvée est tirée d'études scientifiques, hein. Ils ont dû faire des tests pour aller chercher cette info. Hein. C'est une particularité de cette plante là, a priori. La couleur est assez sympa, hein. Elle ressort bien dans le cortège. Ouais. Une aspérule, l'aspérule de l'Esquinancie, l'aspérule sinanchica, qui va présenter la base des tiges florifères dénudées ou conservant quelques feuilles. Très joli, un petit rose assez agréable. Une quarantaine de centimètres, une plante qui pousse sur des sols plutôt calcaires. On en a observé quelques pieds, mais il n'y en avait pas énormément. Un gallium, le gallier boréal, Gallium boréal, qui est une plante diurétique. A priori, ces parties souterraines, les racines fourniraient une teinture rouge. Après, je ne connais pas la mixture. Donc ces feuilles sont à 3 nervures, verticillées par 4. Et encore une plante sous protection, un statut de protection régionale. Donc on voit qu'il y a beaucoup de plantes sous protection, mine de rien. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il y a encore énormément de choses, mais après c'est... Bon, la prochaine fois, donc ça serait a priori au mois de mars.